La deuxième semaine du procès de Cédric Jubillard, accusé du meurtre de sa femme Delphine, s'est achevée devant la cour d'assises d'Albi. La tension dans la salle d'audience est palpable. Nous sommes désormais plongés dans un processus judiciaire qui semble à la fois monumental et, honnêtement, frustrant de stagnation. Cédric Jubillard, aujourd'hui âgé de 38 ans, continue de nier toute implication dans la disparition de l'infirmière de 33 ans de leur domicile de Cagnac-les-Mines dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Le fait central et obsédant de cette affaire reste inchangé. Le corps de Delphine n'a jamais été retrouvé. Cette absence, vous savez, plane sur chaque témoignage, chaque élément de preuve et chaque argument juridique présenté. Cette semaine devait apporter de la clarté. Au lieu de cela, elle semble avoir creusé les divisions et les frustrations existantes. L'accusation construit méticuleusement son dossier sur un faisceau d'indices graves et concordants, tandis que la défense attaque sans relâche les fondements mêmes de l'enquête. Le public, captivé par cette affaire depuis près de 5 ans, suit attentivement. Chaque jour amène un nouveau témoin à la barre, un nouveau détail examiné sous les lumières crues du tribunal. Pourtant, le mystère central persiste, laissant tout le monde, des jurés aux millions de personnes qui suivent l'affaire, aux prises avec l'ambiguïté d'un crime sans corps, sans aveu et sans scène de crime clair. L'atmosphère à Albi est lourde d'attente. La présence médiatique est immense, relatant chaque instant de ce procès extraordinaire. La deuxième semaine a été une marche lente et méthodique à travers les preuves, ou, enfin, leur absence. Nous avons entendu des amis, de la famille et des enquêteurs, chacun ajoutant une petite pièce à un puzzle incomplet. La Cour a réexaminé la chronologie de cette nuit fatidique, la séparation imminente du couple et le comportement de Cédric Jubillard dans les jours et les semaines suivant la disparition de sa femme. L'objectif est de peindre un tableau pour le jury, mais la toile reste obstinément abstraite, remplie d'ombres et de suppositions. À mesure que nous avançons, la bataille juridique s'intensifie. L'accusation doit convaincre le jury, au-delà de tout doute raisonnable, qu'un meurtre a eu lieu et que Cédric Jubillard en est l'auteur. C'est une tâche monumentale sans preuve physique directe. La défense menée par maîtres Emmanuel Franck et Alexandre Martin n'a pas besoin de prouver son innocence. Elle doit simplement introduire suffisamment de doutes, souligner suffisamment d'incohérences dans l'enquête pour rendre un verdict de culpabilité impossible. Cette deuxième semaine a été une leçon magistrale de leur stratégie d'érosion, érodant le récit de l'accusation. Un témoin et une faille procédurale à la fois. Les enjeux ne pourraient être plus élevés, avec un verdict attendu le 17 octobre. Cette semaine, la Cour a été confrontée à une série de témoignages qui ont dressé un portrait troublant de Cédric Jubillard. L'un des moments les plus marquants a été la diffusion d'un enregistrement audio de 22 minutes. Réalisé par la cousine de Delphine le lendemain de sa disparition, il a capturé une conversation avec Cédric. Son ton, décrit comme étrangement détaché et dénué d'émotion, a vraiment choqué la salle d'audience. Il a parlé de son mariage au passé, un détail qui n'a pas échappé à la famille de Delphine ni au jury. Pour l'accusation, cet enregistrement est une pièce à conviction clé, suggérant un homme qui traitait déjà la fin de la vie de sa femme plutôt qu'un mari inquiet désespérant de son retour. Les paroles de l'accusé, prononcées avant et après la disparition, sont revenues le hanter. Plusieurs témoins ont rapporté des déclarations troublantes. Un ami adolescent a témoigné que, quelques jours avant la disparition de Delphine, Cédric lui avait confié « Ça ne va pas, je veux la tuer ». Bien que Jubillard ait admis avoir dit cela, il l'a qualifié d'expression passagère de colère. Plus glaçant encore, un ami a déclaré à la Cour que le 17 décembre 2020, Cédric avait déclaré « Évidemment, c'est moi qui l'ai tué.
une déclaration qu'il a ensuite fait passer pour de l'humour noir destiné à évacuer son stress. Ces phrases, qu'il s'agisse de blagues ou de confessions, forment un schéma troublant. La cour a également entendu la nounou du couple. Elle s'est souvenue avoir regardé un reportage télévisé sur l'affaire Jonathan Daval avec Cédric Jubillard. Selon elle, il aurait remarqué « Il n'est pas malin, j'aurais fait mieux que ça. Il ne l'aurait jamais trouvé. » Cédric Jubillard nie avec véhémence avoir jamais dit cela. Mais le témoignage a plané dans l'air. Une autre preuve circonstancielle pour l'accusation. L'effet cumulatif de ces déclarations rapportées est de dépeindre un homme dont les paroles l'ont à plusieurs reprises placé dans le rôle d'un tueur, même s'il prétend maintenant que tout cela n'était qu'une plaisanterie ou pris hors de son contexte. Les témoignages les plus poignants sont peut-être venus des plus proches de Delphine. 3 de ses meilleures amies se sont tenues devant la cour et, une par une, ont déclaré qu'elles ne doutaient pas que Cédric Jubillard les tuait. Leur conviction était inébranlable. La cour a également entendu l'ex-partenaire de l'amant de Delphine, l'homme avec qui elle prévoyait de commencer une nouvelle vie. Dans un témoignage très émouvant, elle a raconté les messages qu'elle a échangés avec Delphine la nuit de sa disparition. Delphine avait répondu avec gentillesse, promettant de s'effacer et d'être discrète. Cet échange met en lumière l'état d'esprit de Delphine quelques heures avant sa disparition. Elle était concentrée sur un avenir sans Cédric. L'équipe de défense de Cédric Jubillard, menée par me Emmanuel Franck et me Alexandre Martin, a adopté une stratégie agressive et implacable. Leur argument principal est que leur client est victime d'une enquête biaisée et d'un procès médiatique. Un récit qu'ils ont défendu dès le premier jour. Cette semaine, ils sont passés à l'offensive, confrontant directement les figures clés des premières étapes de l'enquête. Leur cible principale était Dominique Alzehari, l'ancien procureur de la République de Toulouse. Ils l'ont interrogé sur une conférence de presse qu'il avait tenue en juin 2021, où il avait exposé les indices contre Jubillard. La défense l'a accusé de présenter des approximations et de faux éléments comme des faits. Lors d'un contre-interrogatoire tendu, me Martin a qualifié cette conférence de presse de « péché originel » de cette affaire. Il a soutenu qu'elle avait cimenté un récit de culpabilité dans l'esprit du public bien avant qu'un procès ne commence, rendant un processus équitable presque impossible. Alors qu'Alzehari a défendu ses actions, déclarant qu'il ne parlait que d'indices et non de preuves, la défense a réussi à semer le doute sur l'impartialité de l'accusation dès le début. Cette tactique vise à reformuler l'ensemble de l'affaire non pas comme une recherche de la vérité, mais comme une tentative désespérée des autorités de trouver un coupable à tout prix, Cédric Jubillard étant le suspect le plus commode. Le travail d'attrition de la défense, comme l'ont appelé les avocats des parties civiles, s'est poursuivi par un interrogatoire long et méticuleux de l'enquêteur principal. Pendant des heures, les avocats ont décortiqué le travail de la police, soulignant chaque oubli potentiel, chaque piste inexplorée et chaque raccourci procédural. Ils ont mis en évidence l'échec de la recherche du téléphone de Delphine, qui s'est connecté pour la dernière fois au réseau à 7h48 le 16 décembre près du domicile, malgré des recherches approfondies. Ils ont demandé pourquoi d'autres suspects potentiels ou pistes avaient été, selon eux, écartés trop rapidement. L'objectif est clair, démontrer que l'enquête était viciée dès le départ, fixée sur Cédric Jubillard à l'exclusion de toutes les autres possibilités. Cette stratégie est un pari risqué. En attaquant l'intégrité de l'enquête, la défense risque d'aliéner le jury. Cependant, dans une affaire sans corps et sans aveu, créer un doute raisonnable est leur arme la plus puissante. Ils ne défendent pas seulement Cédric Jubillard. Ils mettent en procès l'ensemble du processus judiciaire et policier. Ils soutiennent que le faisceau d'indices n'est rien de plus qu'une collection de mauvaises interprétations, de coïncidences malheureuses et de déclarations déformées pour correspondre à une théorie préconçue. Leur message au jury est simple. Vous ne pouvez pas condamner un homme sur la base d'une enquête viciée et incomplète.
Alors que la deuxième semaine de ce procès très médiatisé touche à sa fin, un sentiment de lassitude collective commence à s'installer parmi la presse et le public. Pour ceux qui suivent l'affaire Jubillard depuis des années, les débats ont offert peu de révélations majeures. De nombreux témoignages et éléments présentés à la cour avaient déjà été largement détaillés dans les médias pendant la longue phase d'instruction. Comme l'a noté un journaliste du Monde, l'audience semble souvent alourdie par le superflu, embourbée par des répétitions et des détails qui ne font pas avancer de manière significative la question centrale de la culpabilité ou de l'innocence. Cela crée une dynamique étrange, où le drame judiciaire ressemble moins à une révélation choquante qu'à une récitation formelle d'une histoire bien connue. L'attention médiatique constante a transformé cette affaire en une obsession nationale, mais elle crée également une pression immense. L'absence de corps, d'armes du crime ou d'aveu rend la preuve concrète insaisissable. Le procès repose donc sur l'interprétation et la conviction. Le jury croira-t-il que les paroles troublantes de Cédric Jubillard sont un aveu, ou simplement de l'humour noir? Verra-t-il l'enquête imparfaite comme un signe de son innocence, ou comme une partie malheureuse mais non disqualifiante du processus? La réaction du public est tout aussi partagée, les opinions étant souvent figées, bien avant le début du procès. Les débats judiciaires semblent renforcer les convictions existantes plutôt que de changer les mentalités. Pour l'avenir, la troisième semaine s'annonce cruciale. La Cour doit entendre d'autres membres de la famille du couple et de leur entourage professionnel. Cependant, tous les regards sont tournés vers le témoignage de l'amant de Delphine. C'était l'homme avec qui elle prévoyait de construire une nouvelle vie, la raison pour laquelle elle se préparait à quitter Cédric. Son récit de leur projet, de leur dernière conversation et de sa propre expérience lors de la recherche initiale de Delphine sera intensément examiné. Son témoignage pourrait apporter un puissant contrepoint émotionnel au récit de la défense, rappelant à la Cour l'avenir qui a été volé à Delphine. En fin de compte, l'issue de ce procès reste profondément incertaine. L'accusation a tissé le récit d'un mari jaloux qui n'a pas pu accepter que sa femme le quitte. La défense a systématiquement tenté de défaire ce récit, fil par fil. Sans preuve définitive, la décision du jury sera capitale, basée sur leur interprétation du caractère d'un homme et la crédibilité des témoins qui ont parlé pour et contre lui. Alors que nous attendons la dernière semaine de témoignages et les plaidoiries finales, la seule certitude est que le fantôme de Delphine Jubillard continuera de hanter la cour d'Albi jusqu'à ce qu'un verdict soit enfin rendu.